Bonjour à tous d'abord. Merci beaucoup de m'inviter pour présenter sur le syndrome de Brugada. Je suis désolé, je ne pouvais pas venir à Bordeaux aujourd'hui, d'abord parce que j'y étais la semaine dernière et que ensuite, en fait, je suis dans le service ce matin. Et donc, on va en quelques mots voir les éléments qui sont les plus importants concernant le syndrome de Brugada. Alors, pour rappeler un petit mot d'histoire, pour dire qu'en fait, ça avait été identifié, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 1992, qui, à l'échelle de la médecine, est quand même pas énorme. Et l'autre point qui est important, parce que, même si maintenant les choses se sont affinées, mais au début, il y avait quand même beaucoup de questions sur la sévérité du syndrome et sur la nécessité d'implanter d'un défibrillateur les patients atteints du syndrome de Brugada. Il faut juste se rappeler qu'au début, ça avait été identifié par les frères Brugada à partir de personnes qui avaient fait une mort subite récupérée et chez lequel l'aspect avait été identifié secondairement, avec un aspect électrocardiographique particulier qu'on va revoir. Mais ça explique aussi qu'au début, comme presque toujours dans les maladies, c'est les formes les plus graves qui ont été retrouvées, les patients avec les formes les plus graves qui ont été retrouvées, qui fait qu'on verra que globalement, progressivement, au cours du temps, la sévérité de l'atteinte et le risque de mort subite a été un peu réévalué et un peu diminué, ce qui peut aussi expliquer pour les patients qui sont pris en charge de la façon la plus ancienne que les prises en charge actuelles peuvent être différentes et en particulier les indications d'implantation de défibrillateurs peuvent être différentes. Ce qu'on sait de cette maladie, c'est que donc il y a un aspect particulier sur l'électrocardiogramme, que ça entraîne un risque d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire et que c'est fréquemment familial, avec une transmission qui se fait sur un mode autosomique dominant. On parlera de la génétique tout à l'heure, c'est pas moi qui en parlerai, mais il y en aurait beaucoup à dire dans cette pathologie-là, essentiellement pour dire que on n'est pas sur de la génétique simple, hein, comme dans la plupart des pathologies, on a la mutation, on est atteint, mais on est sur une maladie qui est à la fois avec une anomalie génétique prédominante, mais également avec beaucoup de ce qu'on a pu identifier depuis maintenant quelques années, ce qu'on appelle des variants fréquents, qui vont modifier le risque de développer la maladie. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une transmission qui est autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un des deux parents ait la maladie pour la transmettre statistiquement à la moitié des enfants. Plus exactement, chaque enfant a un risque sur deux d'être porteur de la maladie, qui veut dire aussi que les frères et sœurs de quelqu'un qui est atteint a un risque sur deux et les parents, même chose. Évidemment, ça ramène tout de suite à l'importance du dépistage familial dans cette pathologie-là, puisque on sait que le premier symptôme du syndrome de Brugada peut être un arrêt cardiaque, justifiant absolument d'aller détecter toutes les personnes à risque et ensuite adapter le traitement en fonction. C'est plutôt une maladie qu'on trouve chez les hommes, 8 fois sur 10, avec un âge moyen qui est de 41 ans. C'est rare chez les enfants, c'est vraiment plutôt après l'adolescence que ça apparaît, et on considère, alors les chiffres sont toujours discutables, mais enfin ce sera à peu près 4% de l'ensemble des morts subites, 20% des morts subites chez des sujets qui ont un cœur qui est morphologiquement normal, avec une prévalence, donc c'est 5 pour 10 000 chez l'adulte, donc 5 personnes pour 10 000 ont un syndrome de Brugada. Chez les enfants, c'est beaucoup plus faible, c'est 5 pour 100 000. Le fameux aspect, c'est celui-là. Alors évidemment, vous n'êtes pas des spécialistes de l'électrocardiogramme, mais nous, c'est ce qui va nous intéresser quand on fait le diagnostic. Et si je montre l'électrocardiogramme, c'est vraiment pour insister sur un point, qui est qu'il faut vraiment avoir cet aspect de sus-décalage du segment ST et cet aspect convexe pour qu'on puisse porter le diagnostic. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec nos collègues cardiologues de ville, par exemple, il n'est pas rare du tout qu'il y ait des diagnostics qui soient évoqués ou qui soient portés, alors que quand on regarde les électrocardiogrammes de façon un petit peu plus fine, l'aspect n'est pas véritablement présent. Et pour qu'on puisse retenir le diagnostic et pour qu'on puisse considérer qu'il y a un risque de survenue d'accident, il y a vraiment besoin qu'il y ait cet aspect complet. L'autre élément important, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de variabilité de l'électrocardiogramme dans cette maladie. Non. Beaucoup de maladies, en fait, quand l'aspect est présent, il est présent tout le temps. Dans le cadre du syndrome de Brugada, c'est pas ça. On sait que l'aspect peut être présent le matin, pas le midi, être revenu le soir, être là le lundi, mais pas le mardi, qui veut dire qu'un simple électrocardiogramme ne permet pas de dire il n'y a pas de syndrome de Brugada quand on fait le dépistage familial. On peut dire il n'y a pas le syndrome de Brugada maintenant, mais
il peut très bien être présent quelques heures plus tard. Et c'est pour ça que, compte tenu de cette variabilité, on propose, dans le cadre du diagnostic familial et dans le cadre du dépistage, ou quand il y a un aspect évocateur sur l'électrocardiogramme, de faire un examen qui s'appelle un test utilisant les bloqueurs des canaux sodiques. Donc ça peut être idéalement la jmaline, parfois la flécaïne, parce que la jmaline n'est pas toujours disponible partout. Mais c'est vraiment cet examen-là qui va permettre de répondre sur le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas le syndrome chez un membre de la famille, par exemple. Tant qu'on n'a pas fait cet examen, on ne peut pas être sûr, sauf évidemment si l'aspect est présent spontanément. Mais quand il n'est pas présent spontanément, eh ben, comme je vous disais juste auparavant, on peut tout à fait avoir un électro normal et avoir le syndrome de Brugada si le test n'a pas été fait. Donc c'est vraiment important dans le cadre du dépistage. Alors les événements rythmiques, on sait que c'est ça le risque du syndrome de Brugada. J'insiste toujours pour dire qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont un syndrome de Brugada, ils ont un cœur qui se contracte bien, ils ont une vie qui est parfaitement normale, on n'est pas gêné quand on fait des efforts, il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien de tout ça. Il y a vraiment uniquement ce risque de survenue d'emballement brutal du cœur qui peut conduire à, quand le cœur va beaucoup trop vite, un arrêt cardiaque avec toutes les conséquences qu'on connaît. On sait que ça survient au repos, très majoritairement. Ce n'est pas du tout une maladie où les accidents surviennent à l'effort. Ça peut survenir immédiatement après un effort. C'est pour ça qu'on recommande toujours, quand les gens font du sport, de ralentir l'activité physique progressivement, de ne pas s'arrêter d'un coup. On sait que le risque est augmenté en cas de fièvre. C'est plus vrai chez les enfants que chez les adultes, mais on va recommander chez tout le monde de traiter la fièvre activement. Et puis, on sait que les risques d'accident sont aussi plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Sur notre base de données qui regroupe les informations d'une large partie de la France, qui est actuellement la plus grosse base de données mondiale, incluant tous les patients de Bordeaux en particulier, mais pas que. On a actuellement à peu près 2500 patients qui sont suivis régulièrement. J'entendais Maïder qui vous parlait de ce qu'on a développé pour le suivi. C'est effectivement un élément qui est vraiment essentiel parce que comme on a, pour la plupart de ces pathologies-là, grâce à l'association qui s'est faite entre les centres de référence, les plus grosses bases de données mondiales, on a des bases de données qui sont beaucoup plus grosses que nos collègues américains, par exemple, et ben c'est essentiel qu'on ait un suivi de très bonne qualité, parce que c'est ça qui va permettre de déterminer le véritable risque de chacun d'entre vous, et du coup, qu'est-ce qu'il faut proposer en regard de ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les femmes ont 3 fois moins de risques que les hommes. À phénotype égal, c'est-à-dire avec la même présentation clinique, une femme aura 3 fois moins de risques qu'un homme, et alors que le risque a tendance à descendre au cours de la vie, c'est-à-dire que plus on est jeune avec un syndrome de Brugada, quand il est présent, plus les risques sont élevés, et plus avec le temps, le risque va diminuer, et on considère aujourd'hui qu'au-delà de 65 ans, en général, le risque peut être réellement considéré comme faible. Ce qui veut dire qu'on a souvent la question, mais est-ce que ça va s'aggraver au cours de la vie? Non, au contraire, ça va plutôt aller en s'améliorant. Alors, si on veut donner quelques chiffres, ça c'est un travail qu'on a fait tout récemment, où ça permet de voir un petit peu en fonction de chaque catégorie de patients, puisque c'est ces critères-là qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a eu des symptômes, est-ce qu'il n'y en a pas eu, est-ce qu'il y a l'aspect spontané ou pas. C'est globalement autour de ça qu'on va réfléchir sur le risque de survenue d'accident, et vous voyez que plus il y a de symptômes, plus l'aspect spontané est présent spontanément, plus on va avoir un risque important de survenue d'accident, et chaque barre représente en fait le risque annuel en pourcentage, avec une notion importante qu'on avait vue avec Frédéric Sacher il y a maintenant quelques années, c'est que sur le suivi des défibrillateurs, des patients qui étaient implantés d'un défibrillateur dans le cadre du syndrome de Brugada, on voit qu'en fait, le pourcentage que je vous donnais juste avant, c'est-à-dire pour un patient asymptomatique qui a un aspect spontané de syndrome de Brugada, un risque qui est de 1% par an, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce risque va en fait augmenter chaque année. Enfin, le risque n'augmente pas, mais ça s'accumule chaque année, amenant un risque à 10 ans à 12%. Donc, on peut retenir 1% par an et 10% à 10 ans, qui va faire toute la complexité de la prise en charge. Alors, on a ensuite plein
de critères qu'on peut utiliser pour essayer d'être un petit peu plus fin sur comment évaluer le risque de chaque personne. Et c'est ça qu'on fait en fait quand on vous voit en consultation, c'est quel est le plus finement possible, avec toutes les limites que ça comporte, le risque d'accident chez vous. Et en fonction de ça, quelle thérapeutique on va proposer, la thérapeutique pouvant aller de l'implantation d'un défibrillateur à une simple surveillance en fonction de cette évaluation globale qu'on essaye de faire et sur lesquels, en fait, tous les critères que je vous montre là, c'est les critères qui sont extraits de nos bases de données permettant justement d'évaluer ça. Et comme je le disais auparavant, en fait, ce risque va être évalué d'abord sur l'aspect spontané ou pas de l'électrocardiogramme, ensuite sur la présence de symptômes, et puis ensuite sur un certain nombre d'autres paramètres un peu plus fins qu'on va regarder sur l'électrocardiogramme, en sachant qu'on essaye maintenant d'avancer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à affiner le risque, qui reste toujours quelque chose d'assez complexe, puisque ce que j'explique toujours, c'est qu'on sait aujourd'hui bien évaluer le risque à l'échelle d'une population. Si on prend 150 patients qui ont un syndrome de Brugada, on ne va pas beaucoup se tromper. Par contre, pour le faire à l'échelle individuelle, vous, votre risque, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il faut que je vous propose? Et bien là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, le risque pour un patient, c'est 0% ou 100%. Il y a un accident ou il n'y en a pas. Et donc, c'est évidemment autour de ça que va se faire la discussion avec vous. Et c'est pour ça qu'on insiste toujours énormément sur le fait que il n'y a pas un traitement pour le syndrome de Brugada, il y a une discussion avec vous pour essayer de trouver quel est le meilleur traitement pour vous. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médical qui a fait clairement la preuve de son efficacité. On peut proposer le Sérécor chez les personnes qui ont régulièrement des événements rythmiques. On va évidemment proposer de traiter la fièvre de façon active, d'éviter les médicaments qui sont contre-indiqués dans le Brugada, ça c'est fondamental. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste à nouveau, sur l'importance du dépistage familial pour être certain de dépister toutes les personnes à risque, puisque c'est une autre notion qui est essentielle, on transmet son Brugada, on ne transmet pas son risque. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir 60 ans, n'avoir jamais eu d'événement dans sa vie, et son petit enfant qui a aussi le syndrome de Brugada, lui, va faire un accident très tôt. Donc, c'est pas parce que une personne a peu de risques que dans la famille, il y aura peu de risques. C'est vraiment un risque individuel. Le défibrillateur, on va le proposer essentiellement aux personnes qui sont symptomatiques, plus chez les hommes que chez les femmes, parce que le risque chez les hommes est plus important. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on propose chez les personnes qui ont un aspect spontané de syndrome de Brugada, directement visible sur l'électro, mais pas de symptômes. Plutôt pas de défibrillateur chez les femmes et chez les hommes, on va tourner autour de ce risque de 1% par an, 10% à 10 ans, qui va faire tout l'objet de la discussion. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a besoin de cet entretien individuel avec chacun d'entre vous pour évaluer pour vous quelle est la meilleure stratégie thérapeutique. Et ce qui va être vrai pour une personne ne sera pas vrai pour un autre. L'ablation a fait son apparition depuis maintenant quelques années. Pour l'instant, le principe de l'ablation étant d'aller traiter la partie extérieure du ventricule droit, l'épicarde du ventricule droit, où on sait que c'est là que se situent les anomalies du syndrome de Brugada. Et on va la proposer actuellement essentiellement chez les personnes qui ont déjà un défibrillateur et qui reçoivent régulièrement des chocs, en général après qu'on ait tenté le traitement par Sérécor. Si le traitement par Sérécor ne donne pas de bons résultats, ou parfois directement, on va proposer cette ablation pour éviter la récurrence de choc. Pour l'instant, ce n'est pas une technique qu'on propose avant d'avoir mis en place un défibrillateur. Donc, les questions qui vont se poser dans l'avenir, c'est est-ce que cette technique, il faut l'étendre? Peut-être, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour qu'on puisse le proposer à des personnes qui n'ont pas encore de défibrillateur ou qui n'ont pas eu de symptômes pour le moment. Voilà, je vous remercie de votre attention.